Merci Philippe. Donc sans plus attendre, merci pour cette présentation de l'AICVF et des travaux en Ile-de-France. Je vais laisser la parole à Emmanuel Accardi pour environ une demi-heure de présentation de la genèse et du cadre de ce nouveau label, pour qu'ensuite vous puissiez avoir les idées claires pour interpréter les premiers résultats d'études. Emmanuel. Merci beaucoup de m'avoir invité à votre conférence. Donc je vais essayer effectivement de vous, en une trentaine de diapositives, de vous décrire le panorama sur un peu l'aboutissement du chantier qu'on a appelé PEBN, donc pour performance environnementale des bâtiments neufs, et puis son actualité un peu plus immédiate qui est le label énergie carbone et le lancement prochain de l'expérimentation autour de ce label énergie carbone qui avait été annoncé par les ministres chargés du logement et de l'environnement le 1er juillet dernier. Alors bon, je vais rappeler un petit peu les enjeux du chantier PEBN qui s'est déroulé en gros entre 2015 et début 2016, et puis j'irai progressivement vers l'expérimentation PEBN. Bon, je passe rapidement sur puisque vous m'aviez demandé de parler un peu des enjeux sur évidemment le poids du secteur du bâtiment et du logement et des 35 millions de logements sur les sujets énergétiques et puis sur les sujets environnementaux. Et donc, au départ des réflexions de PEBN, il y a bien l'ambition de continuer à aller sur la performance environnementale des bâtiments, et puis donc de continuer encore sur l'énergie et puis d'aller sur de nouveaux sujets environnementaux et notamment sur le sujet des gaz à effet de serre, un peu dans tout le contexte 2015 de la préparation de la COP 21. Et il y a juste un an, puisque c'est encore d'actualité aujourd'hui. Le cadre un petit peu réglementaire dans lequel on est avec ce chantier PEBN, c'était à la fois la loi Grenelle, donc depuis déjà quelques années, qui pose le principe de bâtiments neufs à énergie positive, c'est-à-dire avec un équilibre entre la consommation et la production, et un recours évidemment accru aux énergies renouvelables, avec une date de 2020 qui n'a pas été modifiée dans la loi transition énergétique de 2015, donc on est toujours sur BPOS 2020, et puis un nouvel élément de calendrier qui est le bâtiment neuf prend en compte un niveau d'émission de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie, donc ça c'est 2018, date qui est bien inscrite dans la loi transition énergétique. Il y a aussi un contexte favorable globalement, c'est que dans le sillage de la loi pour lequel il n'y a pas de date, comme les déchets ou l'eau, mais pour la croissance verte de 2015, je dirais poser de la performance environnementale des bâtiments neufs à travers les TPOS. Bon, la TPOS, c'est déjà ce cadre réglementaire. Donc c'est à partir de là que le travail du chantier engagé sur les sujets énergie positive s'est mis en place déjà. Les territoires à énergie positive, donc qui ont été lancés par le ministère de l'Environnement, qui connaissent quand même un grand succès. Je rappelle qu'il y a quand même aujourd'hui plusieurs centaines de territoires qui représentent quand même une partie importante de la population et qui sont engagés sur des actions pour la transition énergétique. Évidemment, la COP dont j'ai parlé, qui met l'accent sur le sujet carbone. Donc on passe un peu d'un focus sur l'énergie à quelque chose de plus environnemental et à l'accent mis sur le carbone. Et puis, il faut mentionner bien sûr des initiatives plus ou moins récentes qui sont déjà sur les sujets soit de la performance, de la haute qualité environnementale, soit du BPOS avec BPOS F-Énergie, donc label délivré déjà depuis quelques années, et puis plus récemment le label BBCA, bâtiment bas carbone, qui est délivré depuis quelques mois, et donc qui est aussi toujours dans l'idée de mettre l'accent sur le bas carbone. Le chantier PEBN, donc je vais passer rapidement, ça associe à peu près 150 acteurs. Toute la filière du bâtiment, donc là vous avez la liste, vraiment toute la chaîne, à travers donc des comités de suivi, à travers des groupes de travail, pour en gros définir ce que serait, c'était un peu le livrable, le référentiel de la performance environnementale des bâtiments neufs, énergie carbone, donc c'est-à-dire un référentiel, c'est une méthode de calcul, c'est des données, c'est des niveaux de performance. Et donc je dirais que ce travail, ce chantier d'à peu près 1 an et demi a abouti au mois de juin de cette année à ce référentiel qui était un peu le fondement du label énergie carbone qui a été annoncé par les ministres le 1er juillet. Donc voilà, un chantier important, beaucoup de questions soulevées, parce qu'on avait en gros le monde, je dirais à la fois le monde de l'énergie et le monde de la construction, donc avec des sujets différents, parce qu'à la fois on avait un sujet nouveau qui était le carbone, et puis derrière les sujets du poids carbone des énergies, du poids carbone de l'électricité, des facteurs d'émission. Donc évidemment le clivage entre vecteurs énergétiques et puis
dans une moindre mesure quand même le clivage entre des matériaux de construction. Donc beaucoup de questions soulevées, des questions aussi d'échelle. Est-ce qu'on est à l'échelle, on est sur une réglementation sur le bâtiment, mais est-ce qu'on n'est pas aussi, dès lors qu'on parle de production d'énergie locale, est-ce qu'on n'est pas surtout sur des échelles qui sont au-delà du bâtiment? Bon voilà, donc énormément de questions soulevées. Et puis donc on arrive, je dirais, à un point d'équilibre avec ce référentiel qui annonce un label et qui annonce une expérimentation en vue de préparer la future réglementation que les textes nous demandent de faire donc, dans les années qui viennent. Voilà un petit peu le principe. Donc finalement, aujourd'hui, là où on en est, c'est que on va expérimenter, on va proposer aux maîtres d'ouvrage volontaires d'expérimenter ce label énergie carbone sur la base du référentiel qui a été produit donc par ce chantier PEBN au moment de l'été, pour observer, vraiment voir dans la vraie vie ce que ça donne, ce que donne le recours à ce référentiel, à la fois en termes techniques et économiques. Ça, c'est important parce que future réglementation environnementale, d'accord, mais les acteurs, notamment les maîtres d'ouvrage, les acteurs de la construction, ceux qui construisent les bâtiments et ceux qui les financent, tiennent évidemment à ce que tout ça soit soutenable. Donc, une observation à la fois technique et économique. Donc, on se lance un petit peu dans une période d'expérimentation et d'observatoire, assortie d'un observatoire. Donc ça, je vais le développer à la fin de la présentation. Deuxième chose, il y a dans la loi transition énergétique pour la croissance verte 2 dispositions qui, d'ores et déjà, aujourd'hui, enfin dans les quelques semaines ou quelques mois qui viennent, font référence explicitement à tout ce qui compose le référentiel énergie-carbone, et donc aux notions de BPOS et de bas carbone. Il s'agit du décret et donc de l'arrêté bonus de constructibilité, qui eux sont aujourd'hui pris et opératoires, je dirais, et puis du décret et de l'arrêté bâtiment public exemplaire, qui eux sont encore en chantier, mais qui devraient, on l'espère, être publiés très rapidement. On parle également donc en marge, je dirais, de l'expérimentation. L'expérimentation, c'est bien d'avoir un retour à la fois technique et économique, mais évidemment, c'est aussi l'occasion d'imaginer un principe d'aide et d'incitation. Et puis, c'est aussi de faire de la communication, c'est aussi de parler de cette initiative française. Alors, en ce moment, il y a une succession d'événements internationaux. Donc, il faut savoir que Habitat 3 à Quito, il y a quelques semaines, en ce moment même à la COP22, ces sujets... Enfin, ce que fait la France, notamment sur le bâtiment, son ambition à la fois sur l'énergie et le carbone, sont des sujets qui sont évidemment aussi portés à l'international. C'est quand même intéressant de le dire, ça fait pas de mal de temps en temps. Voilà, donc ça c'était un peu le principe, le cadre général, le contexte de ce chantier PEBN et du label énergie carbone. Alors, en gros, la méthode, le référentiel, en gros, il dit il y a aujourd'hui l'ART 2012 avec ses indicateurs, le CEP, le BBio. Alors, je vais partir du principe que vous êtes plutôt un public de sachants, donc je vais me permettre, et des acronymes et des choses, mais après, vous n'hésiterez pas, évidemment, s'il y a besoin, à poser des questions, mais je vais essayer d'aller assez vite dans la description. Donc, on a l'ART 2012, on rajoute 2 indicateurs. Le référentiel propose de laisser l'architecture de l'ART 2012 telle qu'elle est et de rajouter 2 indicateurs qui sont les indicateurs BPOS et l'indicateur donc émissions de gaz à effet de serre. Le référentiel est désormais, on va dire, stabilisé dans sa forme lancement de l'expérimentation. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas stabilisé pour toujours. Il sera stabilisé, j'ai envie de dire, jusqu'à la prochaine fois. Mais là, il est stabilisé dans une forme qui est celle du lancement de l'expérimentation, dont la date, je dirais, officielle sera le 17 novembre, donc dans quelques jours. Et donc, on a voulu, un peu avant, quelques semaines avant, mettre en ligne ce référentiel dans une forme relativement stabilisée. Il évoluera, bien sûr, ça c'est un principe clé de l'expérimentation. L'expérimentation, c'est fait pour observer et, le cas échéant, pour ajuster. Mais on n'ajuste pas dans n'importe quelle condition, on ajuste collégialement. Je reviendrai après sur la gouvernance de l'expérimentation. C'est un collectif des parties prenantes de cette expérimentation qui va décider, qui va observer, qui va tirer les enseignements et qui va ajuster ce référentiel. Mais dès aujourd'hui, depuis fin octobre 2016, il est sur les sites internet des ministères de l'Environnement et du Logement. Donc les objectifs, c'est donc de limiter les consommations énergétiques, donc par la réduction des besoins, par l'amélioration des systèmes, et donc c'est de réduire la consommation de cette énergie qui est non renouvelable par un recours accru aux énergies renouvelables. Donc les indicateurs, comme je vous le disais, bleu bio,
le CEP, les indicateurs de RT 2012, inchangés à ce stade, dans le cadre du référentiel, et le bilan BEPOS, un nouvel indicateur donc, que je vais détailler ensuite, qui est le bilan énergétique sur l'ensemble des usages. Donc nouveauté, on n'est pas sur les 5 usages réglementaires de la RT 2012, on fait ce bilan sur l'ensemble des usages, sur tous les usages, c'est-à-dire les 5 usages, mais aussi les usages dits mobiliers ou électriques. Donc on est tous usages. Et puis ensuite, on a 2 indicateurs qui sont plutôt, je dirais, alors l'un indicatif, qui est plutôt le ratio NR, mais qu'on a imaginé plutôt pour montrer le recours accru aux ENR, mais qui n'aurait pas a priori vocation à être un indicateur, je dirais, réglementaire, mais c'est plutôt un indicateur, puisque là, on est dans une phase d'observatoire. L'autre, par contre, qui est le DIES, qui est en gros celui qui pourrait à terme remplacer l'indicateur sur le confort d'été, puisque tout à l'heure, j'ai dit RT 2012, donc il y a 2 indicateurs. BBIOCEP, il y a en vérité un troisième dont on parle beaucoup moins malheureusement, c'est l'indicateur le TIC sur le confort d'été. Et donc, cet indicateur qui aujourd'hui a montré un peu ses limites devrait être remplacé à un horizon à peu près de quelques mois ou un an par un nouvel indicateur qui est toujours sur le confort d'été, mais qui est davantage tourné, au lieu d'être tourné uniquement sur les quelques jours les plus chauds d'une période estivale, qui est plutôt tourné sur plutôt le ressenti et sur une période plus longue de chaud. Donc voilà un petit peu le panorama sur les indicateurs. Ce bilan BEPOS, qui est donc sur tous les usages, 5 usages et usages spécifiques, est en fait la différence entre la somme des consommations d'énergie non renouvelable, sur lequel j'ai les leviers d'action que j'ai indiqués tout à l'heure, moins l'énergie renouvelable exportée, donc ce qui contribue à la production locale d'énergie. Là, c'était plutôt sur l'énergie. Sur la question de la performance environnementale, on se situe dans et ça a été là aussi des débats, de nombreux débats dans le cadre des travaux PEBN. On se situe évidemment dans le contexte de l'émergence de la méthode de l'analyse du cycle de vie, dans les questions d'économie circulaire. Tout à l'heure, j'aurais pu dire que dans le contexte favorable, il y avait évidemment l'émergence des questions d'économie circulaire. Et donc, la loi dit bien qu'on parle de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie, et donc qu'on est aussi sensible à observer, à capitaliser les impacts environnementaux du bâtiment. Voilà, donc il y a eu assez rapidement, contrairement à d'autres sujets, je dirais, dans les travaux PEBN, assez rapidement un peu consensus pour dire que la méthode d'analyse du cycle de vie était la méthode qui serait adaptée pour parler de performance environnementale du bâtiment. Et en plus, qu'elle permettrait de couvrir finalement le sujet du carbone, qui était le sujet immédiat parce que réglementaire, et puis également les autres sujets que la loi, comme j'ai dit tout à l'heure, pour lesquels la loi ne donnait pas de termes précis, mais qu'il était quand même utile d'aborder, de regarder, sur lesquels il fallait connaître les performances et afficher les impacts. Voilà un petit peu donc, pour montrer les phases, ce qu'on appelle donc, les différentes phases du cycle de vie. C'est peut-être des choses que vous connaissez déjà. Et donc, voilà, les contributeurs, donc les produits et les constructions, les produits de construction et les équipements, les consommations d'énergie, le chantier, et puis toute la partie eau. Et donc, on regarde cela dans différentes phases de la vie du bâtiment. La méthode de calcul des impacts environnementaux, je dirais relativement classique, c'est un produit entre des quantités et des données environnementales, et donc ça produit l'ACV du bâtiment. Pour l'énergie, c'est la question des facteurs d'émission, dont je vous disais tout à l'heure qu'elle avait été l'objet de nombreux débats dans le cadre du chantier PEBN. Et puis, la question des données environnementales est une question aussi qui a été assez, qui a donné lieu à pas mal d'échanges. Et qui continue à donner lieu à beaucoup d'échanges. Voilà, quelles données on prend. Donc là, j'évoque les FDES et les PEP. Et puis, il y a la question de, lorsqu'il n'y a pas disponibilité de ces données, qu'est-ce qu'on fait? On prend des données par défaut, etc. Et donc ça reste des sujets un peu méthodologiques qui restent quand même d'actualité, qui vont mériter, y compris dans le cadre de l'expérimentation, d'être toujours examiner attentivement et collectivement. Donc sur l'indicateur du cycle de vie, la particularité, c'est qu'il y a donc un indicateur d'émission de gaz à effet de serre dans le bâtiment basé sur la méthode ACV que je viens de vous expliquer. Mais la particularité, c'est qu'il y a un sous-indicateur sur la construction pour
pour équilibrer la partie, je dirais la partie vraiment construction et la partie énergie, la partie exploitation. J'ai pas de les chiffres, mais en gros, c'est le poids de la construction et le poids de l'exploitation, c'est 50-50. Pour faire simple, c'est pas tout à fait ça, mais enfin, quand il y a un poids non négligeable de la construction dans les émissions de gaz à effet de serre. Après, vous me direz, ça dépend de quelle période on prend, etc. Mais en tout cas, dans les scénarios qu'on a retenus, c'était un poids à peu près équivalent. Et du coup, il paraissait important d'avoir un sous-indicateur pour la partie construction, pour que les efforts portés pour l'indicateur carbone le soient pas uniquement par le biais de la partie énergie, de l'exploitation, mais aussi par le biais de la construction. Donc du coup, on a ce qui est traduit là dans les formules, un indicateur global, enfin un seuil global d'émissions, et puis un sous-seuil construction. Voilà, donc cette diapo pour montrer qu'en gros, on va donc collecter dans le cadre de l'observatoire et de l'expérimentation qui va s'ouvrir et de l'observatoire qui va être associé, et par le biais d'un site internet et d'une base de données, on va finalement récupérer des données de maître d'ouvrage. Hein, ça va être ça. Là, on ouvre une période où on va récupérer des données de maître d'ouvrage pour voir ce que donnent leurs études. Donc études évidemment sur l'énergie, études sur le carbone, hein, études ACV, et on va voir un petit peu comment ils se situent sur les deux critères, les deux nouveaux indicateurs que nous avons imaginés dans ce référentiel pour préparer une future réglementation environnementale. Donc ça va être un petit peu ce qui va se lancer dans les prochains jours. Alors sur les niveaux de performance, donc toujours dans l'idée que énormément de débats sur les niveaux à atteindre, comment ne pas discriminer tel ou tel vecteur énergétique. Donc là, c'était vraiment extrêmement clivant dès lors qu'on parlait de carbone, notamment entre gaz et électricité, évidemment, puisque un des vecteurs beaucoup plus carboné que l'autre. Un peu moins, mais quand même, sur les modes constructifs, évidemment, entre bois et construction bois et autres modes constructifs. Donc l'idée bien de dire que quel que soit ce qui ressort de ce travail, de ce référentiel, l'intérêt était de tester tout type de solutions, tout type de vecteurs énergétiques et tout type de modes constructifs. Donc c'était l'idée d'embarquer tout le monde, parce qu'il n'y a pas d'a priori. On prépare une future réglementation environnementale, on veut voir où se situent finalement toutes les combinaisons, puisque le bâtiment, on va dire que c'est une combinaison entre vecteurs énergétiques et modes constructifs, où se situent finalement et à quel coût. C'est intéressant de voir les différentes combinaisons par rapport à ce qu'on a imaginé comme référentiel, l'étalonnage à la fois énergie et carbone. Donc c'était bien un peu l'idée de cette expérimentation, et puis de préparer les acteurs, c'est-à-dire de ne pas imaginer qu'on fixe des seuils et puis qu'on dit voilà, c'est la réglementation, c'est ça. Là, on fixe des valeurs cibles. On expérimente, et le moment venu, donc on aura expérimenté, on aura fait évoluer en tant que de besoin le référentiel, on aura fait évoluer en tant que de besoin les valeurs cibles, on aura ajusté, on aura vu ce qui passait, ce qui passait pas, ce qui passait difficilement, pour le moment venu avoir une réglementation ambitieuse mais qui soit déjà largement appropriée par les acteurs, donc largement soutenable, je dirais. Voilà, parce qu'on a bien conscience que je ne l'ai pas dit au début, mais parce qu'évidemment, la RT 2012, c'est déjà ambitieux. C'est une des plus ambitieuses d'Europe. Ce qu'on rajoute là, c'est encore plus ambitieux. Mais encore une fois, il faut que ce soit soutenable. Donc c'était bien les objectifs dans le calage des niveaux de performance, qui a été finalement le point final du chantier PEBN à la fin du mois de juin. Donc dans le référentiel, on a 4 niveaux énergie et 2 niveaux carbone. Si vous voulez... voilà, on part après je crois que ils sont détaillés, mais on part vraiment de RT 2012 pour énergie, et puis on va progressivement dans des niveaux de plus en plus ambitieux, mais selon la configuration du territoire, son équipement, notamment en réseau ENR, selon la typologie de la maison ou du bâtiment considéré, etc., tous les niveaux constituent un effort par rapport à l'existant. Ça, c'est important. Il ne fallait pas qu'il y ait de niveau sous-ambitieux. Le niveau énergie, dans certains cas, est déjà un niveau avec une ambition. Et puis dans d'autres cas, il faut aller chercher un niveau plus élevé pour trouver un niveau ambitieux. Pour le carbone, c'est un peu différent, parce que pour l'énergie, on a quand même de l'ancienneté, on a du retour. Pour le carbone, on est un petit peu neuf. Et donc là, c'était un petit peu plus compliqué. On va dire qu'il y a un niveau d'entrée qui emmène tout le monde, avec le souci d'emmener tout le monde, bon, y compris ceux pour lesquels le carbone n'est pas un sujet évident, et puis le niveau 2, pour ceux qui pourront éventuellement se positionner un peu mieux, sachant, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a un label aujourd'hui sur ces sujets-là, et donc évidemment il fallait aussi se positionner par rapport à ce que demande ce label.
Voilà, pour expliciter un petit peu les niveaux d'énergie, les 4 niveaux énergie, vous avez la RT 2012. Aujourd'hui, on travaille sur la sobriété et l'efficacité. Bon, ça, je pense que tout ça, vous le savez par cœur. Les niveaux d'exigence énergie 1 se situent un petit peu mieux que la RT 2012, pas beaucoup, un peu mieux, on va dire. Voilà, on travaille un peu plus sur l'efficacité énergétique et on travaille donc sur un meilleur recours aux énergies renouvelables. Et puis, plus on va aller vers les 3 et le 4, plus on va être sur finalement dans mon équation tout à l'heure, dans mon bilan, sur une compensation importante par la production d'énergie renouvelable. A priori, les niveaux 1 et même 2, il n'y a pas besoin d'export. C'est-à-dire que finalement, on peut le limiter à la première partie de l'équation dans mon bilan. On peut dire que c'est une réduction des consommations d'énergie non renouvelables. Pour le carbone 1, ben c'est un peu voilà ce que je disais, c'est que le carbone 1 a priori est un niveau atteignable pour l'ensemble des vecteurs énergétiques. Donc avec une répartition, en essayant d'équilibrer la répartition entre l'énergie et le mode constructif, alors que pour le carbone 2, on doit évidemment faire un effort supplémentaire. Bon, il faut quand même noter que là-dessus, la fixation des seuils, des valeurs cibles, pardon, pour les niveaux carbone a été un exercice périlleux parce que tout simplement, contrairement à l'énergie, on n'avait pas de retour. On avait très peu. On en avait. C'est ce qui est mentionné là, c'est l'étude HQE Performance et c'est les quelques retours des groupes de travail, mais on avait extrêmement très peu de retours. Donc, c'est pas la peine de se cacher les choses. On est là pour le coup, l'expérimentation va vraiment démultiplier les sujets, les retours d'expérience et va vraiment nous permettre d'affiner. Là, pour l'instant, on est bien sûr sur un sujet neuf. Alors, quand je dis qu'évidemment, bon, tout ça, l'expérimentation, valeur cible, etc., il y a eu quand même les quelques mois entre l'annonce du label et maintenant, il faut bien l'expliquer. Notre tâche n'a pas été facilitée par le fait qu'il y a donc ces deux dispositions réglementaires, bonus et bâtiment public exemplaire, donc je peux peut-être maintenant un petit peu les expliciter, qui viennent un peu brouiller. C'est-à-dire qu'on rajoute, c'est vrai qu'un peu de complexité, on aime bien. C'est-à-dire qu'on dit bien que c'est une expérimentation, qu'on va changer le référentiel, etc. Sauf que quand même, il est vrai que pour bonus de constructibilité, d'une part, et pour bâtiment public exemplaire, là, on a des décrets, comme je disais, qui s'appliquent déjà ou qui vont s'appliquer, et qui, eux, font référence là, pour le coup, à quelque chose qui est réglementaire. Donc, de quoi s'agit-il? Le bonus de constructibilité, c'est du droit, c'est pas du droit finalement, qui sanctionne ou qui oblige, c'est du droit qui permet et qui donne une possibilité de constructibilité supplémentaire lorsque le document public, le document d'urbanisme le permet. Il peut donner jusqu'à 30% de constructibilité supplémentaire à des bâtiments dès lors qu'ils sont à haute performance environnementale. Et donc là, pour le coup, il faudra qu'ils respectent les niveaux qu'on a estimé plus élevés, donc les niveaux énergie 3 et le niveau carbone 2 de notre référentiel. Donc là, oui, dans ce cadre-là, on a là pour le coup un aspect réglementaire à ce qu'on a commencé à faire, donc on va le tester, je dirais, un peu en grandeur nature, mais comme c'est du droit incitatif, c'est pas une obligation, voilà, c'est une possibilité de surface supplémentaire donnée à un maître d'ouvrage, on a estimé qu'on pouvait aller sur ces niveaux plus ambitieux. Et le deuxième, c'est donc un décret qui n'est pas encore paru, qui est le décret dit bâtiment public exemplaire, qui dit qu'en gros, pour tous les maîtres d'ouvrage publics, État, établissement public et collectivité locale, tout bâtiment neuf devra autant que possible, alors tout est dans le autant que possible, qui est dans la loi, et donc qui doit évidemment rester dans le décret, qui n'a pas à être justifié dans le décret, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dérogation ou de choses comme ça, c'est autant que possible, être lui aussi... alors par contre, on a mis le « et », on a tempéré, on va dire nuancé le autant que possible par là le fait qu'il y ait la double condition qui doit être et BPOS et bas carbone quand même, et donc qui doit évidemment se référer lui aussi au référentiel. On peut dire que du coup, avec ce bonus de constructibilité et ce dispositif pour les maîtres d'ouvrage publics, on aura là aussi un complément d'expérimentation grandeur nature qui est, je dirais, du droit, effectivement une obligation réglementaire, mais plutôt du droit souple et du droit incitatif. Voilà, pour dire que, malgré ces deux sujets strictement réglementaires, on est bien dans une réglementation dont on va observer, ajuster toute la partie méthode de calcul, toute la partie un petit peu valeur cible, etc. Tout ce qui peut un peu cristalliser ou inquiéter un certain nombre de parties prenantes. Voilà, je tiens à le dire et à le rappeler parce que c'est souvent pas évident lorsqu'on mélange un peu les sujets réglementaires et puis ce sujet d'expérimentation pour les acteurs qui vont utiliser tout ça.
J'en arrive un petit peu à la fin de mon exposé pour vous dire voilà ce qui se passe en gros dans quelques jours, le 17 novembre. Il y a vraiment le lancement formel, c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'installation du comité de pilotage de l'expérimentation, donc qui va en gros suivre un peu de façon stratégique toute l'expérimentation, qui va éventuellement décider donc de revoir le référentiel s'il y a besoin, au vu des retours d'expérience, qui va également gérer toute la partie communication et puis qui va donc promouvoir la démarche. Et donc ce comité de pilotage, en gros, il va y avoir une représentation forte des acteurs de la construction. Il est clairement copiloté et coprésidé par l'État parce qu'il s'agit quand même d'un sujet préparatoire à une réglementation nationale, donc État, mais copilotage acteurs de la construction parce que c'est évidemment et encore plus, dans cette phase d'expérimentation essentielle que les acteurs de la construction observent, tirent les leçons, ajustent le référentiel. Et puis un certain nombre d'autres acteurs, acteurs de l'énergie, parce qu'on est quand même sur un sujet, des sujets énergétiques, évidemment associations porteuses des labels, celles que j'ai mentionnées tout à l'heure, qui se sont déjà engagées dans des initiatives un peu pionnières, associations environnementales, voilà, un certain nombre d'acteurs qui vont donc être dans ce comité de pilotage installé le 17. Ensuite, un comité technique qui est plus, lui, qui va vraiment plus dans la manipulation des données, dans ce que les maîtres d'ouvrage vont remplir, donc en termes de fichiers, de retours d'expérience, d'études, etc. Donc là, c'est plutôt la partie technique, donc avec le dispositif que j'ai rapidement exposé tout à l'heure, avec une base de données interfacée avec un site internet. Le maître d'ouvrage rentre ses données, ça se retrouve dans une base de données, et puis l'observatoire qui finalement analyse, fait les études nécessaires, et puis donc propose les évolutions qui vont bien ou fait les constats qui vont bien. Donc là, dans le comité technique, on retrouve à peu près les mêmes personnes que dans le comité de pilotage, un peu plus enrichi, élargi, notamment aux certificateurs, aux personnes qui vont délivrer les fameux labels, le fameux label, donc 5 certificateurs qui vont conventionner avec l'État pour pouvoir délivrer le label énergie carbone assez rapidement maintenant. Et puis un comité des parties qui en gros, c'est le correspondant du comité de suivi dans la partie avant l'expérimentation. Hein, c'est une instance beaucoup plus large, parce que là aussi, on y retrouverait à peu près 150 personnes, donc quelque chose de beaucoup plus large. C'est un lieu plutôt d'information, donc qui se réunira régulièrement pour être informé des avancées de l'expérimentation. Donc voilà ce qu'on a imaginé pour pouvoir suivre collectivement l'expérimentation sur ce label. Voilà, donc c'est le 17 novembre, ça se lance à ce moment-là. Il y a également donc un colloque organisé par le comité de la construction. Je pourrais d'ailleurs, en tant que de besoin, vous faire passer un lien pour y participer si vous êtes intéressé. Et puis donc il y a tout un accompagnement des acteurs et des professionnels, donc les outils, un accompagnement financier des maîtres d'ouvrage, notamment il est prévu des aides pour réaliser des études ACV. On a bien conscience que études ACV c'est nouveau, il faut que les professionnels se forment, il faut qu'ils montent en compétences, il faut évidemment convaincre des maîtres d'ouvrage de se lancer, puisqu'aujourd'hui, même si c'est une expérimentation, c'est pas une obligation, donc des dispositifs incitatifs, c'est important. Également, j'ai parlé tout à l'heure et je le redis, et c'est important, inciter au complément des données environnementales, à compléter les données environnementales lorsqu'elles n'existent pas. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'elles n'existent pas, eh bien, la valeur par défaut sera pénalisante. Donc il faut qu'on ait à cœur d'insister là-dessus, de compléter et d'accélérer la réalisation de toutes les données environnementales dont on peut avoir besoin pour la partie performance environnementale. Et puis il y a un certain nombre d'actions en région. On a prévu de dupliquer des événements de présentation comme aujourd'hui du label dans nos réseaux, dans nos services déconcentrés, également avec l'ADEME, enfin tous ceux qui pourront relayer les messages, relayer notamment aux maîtres d'ouvrage pour faire remonter des opérations ou se greffer sur des initiatives pour faire remonter le maximum d'opérations à verser dans l'expérimentation et dans l'observatoire. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour la présentation, mais bon, évidemment, je suis tout à fait disponible pour répondre à des questions complémentaires.